l'équipement nous est un noble devoir inéchappable. Dames et messieurs, bienvenue aux actualités africaines de ce numéro. À la une, ouvrons les actualités africaines de ce numéro avec le Mozambique où des opposants abattus dont l'avocat des Venancio Mondlane. Au Mozambique, l'avocat de l'opposant Venancio Mondlane a été abattu avec un membre de son parti en Maputo, la capitale, dans la nuit du 18 au 19 octobre dernier. Venancio Mondlane s'était présenté à l'élection présidentielle du Mozambique au nom du parti politique Podemos le 9 octobre dernier. L'avocat du leader d'opposition Elvino Dias a été tué alors qu'il s'apprêtait à déposer une plainte pour fraude lors de ces élections. Sur les réseaux sociaux, l'homme s'était récemment dit inquiet pour sa sécurité. La police a indiqué qu'Elvino Dias a été assassiné avec un autre représentant du parti Podemos, Paulo Guabe, lorsque les hommes armés ont ouvert le feu à bout portant sur leur voiture bloquée dans la circulation. Une vingtaine de balles qui tuent les deux hommes et en blessent une troisième personne, selon le porte-parole de la police qui a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le Mozambique est en tente de résultats du scrutin où 17 millions d'électeurs étaient appelés à élire leurs députés, leurs gouverneurs de province ainsi que leur nouveau président. Une organisation de surveillance des élections, mais Integridade, a déclaré que le meurtre avait pour but d'intimider toute personne exigeant la transparence du vote. Ces élections ont d'ailleurs suscité de nouvelles allégations de fraude et de répression de la dissidence contre le parti au pouvoir depuis près de 50 ans. On va quitter le Mozambique comme Suzedam pour arriver au Nigeria où la police relâche les manifestations du mouvement End SARS. Une vingtaine de manifestants arrêtés dimanche à Lagos ont été libérés par la police nigériane. Le militant du mouvement End SARS rendait hommage ce week-end aux victimes d'une manifestation dénonçant les violences policières en 2020. Des agents de police ont dispersé les manifestants qui s'étaient rassemblés dimanche vers 8 h pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie lors de manifestations contre les violences policières en 2020. Il y a 4 ans, des milliers de personnes se sont mobilisées pour dénoncer les activités des SARS, unité anti-braquage de la police, aujourd'hui dissoute et accusée de brutalité. Selon un rapport d'Amnesty International, au moins 12 manifestants ont été tués en 2020 au péage de l'équipe lorsque les forces de l'ordre nigérianes ont ouvert le feu. Dimanche, les manifestants ont été empêchés de franchir le péage et les policiers ont arrêté les militants dont l'organisateur de la manifestation commémorative. On va tout de suite maintenant aller en Égypte plutôt pour parler de la hausse du prix du carburant à plus de 10%. L'Égypte a augmenté vendredi le prix du carburant de 10 à 17%. Une mesure susceptible d'avoir un impact sur le coût de biens et des services. Le gouvernement égyptien a indiqué dans un communiqué publié sur le Facebook que cette décision avait été prise pour réduire l'écart entre le prix et la vente de produits pétroliers et leurs coûts élevés de production et d'importation. Les Égyptiens sont aux prises avec inflation galopante alors qu'ils doivent faire face à des coûts quotidiens croissants qui ont atteint un nouveau sommet au cours de l'été, avec notamment une augmentation de 10% du prix de carburant, une hausse des tarifs du métro et la dépréciation de la monnaie locale par rapport aux monnaies étrangères. Selon le nouveau prix entrant en vigueur vendredi, le coût d'un litre de diesel très utilisé dans le transport public est passé de 11,5 livres ou 0,23 dollars à 13,50 livres, 0,25 dollars, tandis que le prix de l'essence
à 90 octanes est passé de 13,75 livres, 0,28 dollars à 15,25 livres, 0,31 dollars. La dernière augmentation du prix du carburant est entrée en vigueur le 25 juillet. Le gouvernement avait alors attribué la hausse de prix à l'augmentation du coût d'importation de l'énergie en raison de la dépréciation de la monnaie locale et de la flambée mondiale de prix de carburant dans le contexte de la situation en mer Rouge. L'Égypte a conclu un accord avec le Fonds monétaire international empruntant pour plus que doubler le montant de son plan de sauvetage qui s'élève à 8 milliards de dollars. Les hausses des prix ont été jugées nécessaires pour remplir les conditions fixées par le FMI en vue d'une aide supplémentaire au pays. On revient d'amuser et en cours à pas frôlant l'ANIC évidemment pour atterrir au Soudan pour justement parler de la crise de l'eau et de la prolifération des maladies hydriques. Les habitants de la région de la capitale soudanaise sont confrontés à une crise de l'eau qui s'aggrave, ainsi qu'à de pénuries alimentaires, tandis que des épidémies de maladies infectieuses telles que le choléra et la dengue se propagent rapidement dans certaines zones. Depuis le début du conflit armé, les principales infrastructures hydrauliques de la région métropolitaine de la capitale Khartoum, notamment une station de traitement des eaux du Nil et plusieurs stations d'approvisionnement urbaines, ont été gravement endommagées. En raison d'une pénurie des personnels et des pièces de rechange, les réseaux d'eau de plusieurs districts ont été interrompus pendant 2 mois, privant des dizaines de milliers de personnes d'eau potable. Les habitants doivent désormais aller chercher de l'eau dans le Nil à l'aide de charrettes ou acheter de l'eau non traitée qui est devenue rare. Nous sommes privés d'eau depuis 17 jours. La situation est insupportable. Nous devons maintenant acheter de l'eau, mais le prix monte en flèche. 2 barils coûtent 1000 livres soudanaises, environ 1,66 dollars américains, a déclaré Ahmed Moussa, un habitant de la région. Pour remettre les choses dans leur contexte, le revenu annuel moyen d'un Soudanais est de 10 379 dollars américains, soit environ 6,5 dollars par jour selon les statistiques de l'ONU. À l'approche de l'hiver, l'aggravation de la crise sanitaire et le manque de produits de première nécessité menacent d'aggraver encore la situation humanitaire au Soudan. Le ministre soudanais de la Santé a déclaré samedi qu'une campagne de vaccination de plus de 1,4 million de personnes contre le choléra avait débuté dans l'est et le nord du pays. La campagne vise à vacciner plus de 1,4 million de personnes âgées d'1 an et plus et se poursuivra jusqu'à jeudi. Le ministre a déclaré le 5 octobre qu'au cours de 2 derniers mois, il avait reçu plus de 1,8 million de doses de vaccination contre le choléra fournies par l'Organisation internationale Gavi, l'Organisation mondiale de la santé et les fonds des Nations Unies pour la France, UNICEF. Le Soudan est ravagé par un conflit meurtrier entre les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires de soutien rapide qui a débuté à la mi-avril 2023. Depuis le début du conflit, les maladies épidémiques telles que le choléra, le paludisme, la rougeole et la dengue se sont propagées, entraînant des centaines de décès. Le ministre soudanais de la Santé a signalé jusqu'à présent 25 037 cas de choléra et 702 décès liés à cette maladie. Vendredi, l'UNICEF a averti sur le réseau social X que 3,1 millions de personnes, dont 500 000 enfants de moins de 5 ans, sont menacés par le choléra au Soudan. Parlons maintenant du Mali où les bilans des inondations passent des 84 morts. Les prévisions météorologiques restent préoccupantes. Au Mali, les bilans des inondations atteignent le 84 morts.
Selon le nouveau communiqué du comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes publié durant le week-end du 19 octobre, près de 350 000 personnes sont désormais officiellement déclarées sinistrées par les autorités maliennes des transitions, alors que les prévisions météorologiques restent préoccupantes. Au Mali, l'on dénombre désormais précisément 84 morts, 153 blessés et 349 889 personnes sinistrées. Le comité des crises a indiqué que les opérations de sauvetage, d'évacuation et de mise en sécurité des ménages se poursuivent, de même que l'assistance en vivres et non-vivres des sinistrés. Les piquets d'intervention rapide de la protection civile ont été renforcés, le curage des collecteurs et des caniveaux continue et surtout des travaux d'urgence ont été entrepris sur les routes endommagées. Parmi les régions les plus touchées, l'on peut citer celles de Bamako, Ségou ou encore Gao, mais aucune partie du pays ne t'épargne. Les organisations paysannes du Mali demandent l'activation du Fonds national des risques et des calamités agricoles pour soutenir les dizaines de milliers d'agriculteurs qui ont perdu ou sont en train de perdre leur récolte. Alors que la saison de pluie devrait être en train de s'achever en cette fin de mois d'octobre, le comité de gestion des crises provient le risque d'inondation de mer avec la poursuite des orages isolés. Des quantités importantes de pluie sont prévues en divers endroits du pays et la situation hydrologique le long du fleuve Sénégal, Niger et Bani est marquée par la poursuite de la montée des eaux. Arrivant, mesdames et messieurs, on change de chapitre pour parler de la Tanzanie. L'ONU alerte sur les violations des droits humains à l'approche des élections. Le climat politique s'étend en Tanzanie à l'approche des élections locales en décembre 2024 et des élections présidentielles en 2025. De nombreuses voix s'élèvent pour appeler à la fin des arrestations de masse et des détentions arbitraires d'opposants. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies fustige des atteintes aux droits humains. En Tanzanie, les dernières détentions arbitraires en date sont celles de responsables du parti d'opposition Chadema en août 2024, alors qu'ils organisaient une manifestation à la suite de la disparition et de l'assassinat de plusieurs de leurs militants. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU dénonce une politique répressive menée par la présidente Samia Suluhu Hassan, surtout en vue des élections pro-vie fin 2024 et en 2025. Nous sommes véritablement préoccupés par l'escalade des violations des droits de l'homme en Tanzanie, en particulier à l'approche des élections locales à la fin de l'année, ainsi que des élections présidentielles prévues pour l'an prochain, poursuit Aoua Baldé. Les études que nous avons menées cette année ont identifié que des disparitions forcées avaient eu lieu avant, pendant et après la période électorale. C'est pour nous un sujet de préoccupation. Et bien sûr, nous devons joindre nos voix à celles d'autres titulaires des mandats spéciaux présents dans le pays pour soulever cette situation auprès du gouvernement tanzanien, mais aussi de la communauté internationale, conclut-il. Nous allons nous aussi conclure ces actualités de ce numéro avec le Sénégal où le membre de la coalition Sam Sakadou, l'opposant Bougane Gueye Dany, a été arrêté. Interpellé samedi 19 octobre à Bakel pour refus d'obtempérer, l'opposant politique sénégalais Bougane Gueye Dany devrait être présenté au procureur de Tambacounda ce lundi 21 octobre, selon son avocat. Son arrestation intervient à 4 semaines seulement des élections législatives anticipées du 17 novembre auxquelles celui-ci est candidat. L'arrestation de l'opposant Bougane Gueye Dany est intervenue samedi 19 octobre à la mi-journée
dans l'est du Sénégal. Il était alors un peu plus de 13 heures quand le cortège d'une dizaine de voitures dans lesquelles il se trouve est arrêté à quelques kilomètres de Bakel, une ville située à 60 kilomètres à l'est de Dakar, la capitale. Les images de l'interpellation qui circulent depuis sur les réseaux sociaux montrent que celle-ci a eu lieu à l'occasion d'un échange musclé entre trois leaders de la coalition de l'opposition, Sam Kadou, dont Bougane, Gueye Dany et des gendarmes. On y voit ensuite l'homme politique appréhender la chemise déchirée. Dans un communiqué, la gendarmerie explique que Bougane Gueye Dany, qui a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, a forcé en barrage alors qu'il lui a demandé de marquer en arrêt momentané destiné à laisser passer le convoi du président Bassirou Diomaye Faye, venu comme lui rendre visite à cette région dévastée par de graves inondations. Mais pour Maître El Hadj Diouf, l'avocat de Bougane Gueye Dany, il s'agit d'un communiqué mensonger. La coalition Sam Kadou, qui exige sa libération, dénonce quant à elle avec la plus grande fermeté cette atteinte grave à la liberté de circuler sur l'ensemble du territoire sénégalais. Tandis que les défenseurs des droits humains, Alioune Tine, appellent au dialogue à un moment où les relations entre l'opposition et le pouvoir se dégradent de jour en jour. À 4 semaines des élections législatives anticipées du 17 novembre, Bougane Gueye Dany avait décidé de s'y rendre dans la région de Bakel en compagnie des autres candidats de sa coalition pour aider les victimes des intempéries. C'en est fait, monsieur Zedan, pour les actualités chaudes africainement servies. Quant à nous, on vous dit au revoir et on se retrouve à la prochaine pour justement vous parvenir les actualités africaines les plus chaudes possibles. Tout de suite et maintenant, consommez-nous. Au revoir.